bonjour, j'allais dire à toutes et, oui, à toutes et tous. Puisque, merci pour cette invitation. Je crois qu'on s'était vu en décembre dernier. Et donc, voilà, c'est toujours important, intéressant de pouvoir participer à votre réunion annuelle et pouvoir faire un petit point d'avancement sur effectivement sur le chantier conventionnel, la manière dont les choses se sont déroulées au cours des derniers temps, notamment depuis la Convention de 2016, voir comment un certain nombre de nos principales mesures se sont mises en œuvre, et puis tracer quelques perspectives pour la suite. Et en effet, du coup, je m'autorise maintenant à me projeter sur la suite, puisque, comme vous l'avez dit, la semaine dernière, voilà, le gouvernement, le Conseil de la CNAM ont fait l'honneur de décider de mon renouvellement à la tête de l'assurance maladie, ce qui était une aspiration de ma part, parce que mon souhait était de pouvoir en effet voilà, prolonger cette mission, qui est évidemment passionnante, mais sur laquelle ma conviction est aussi qu'il faut pouvoir, pour construire, avoir un temps, parce que la construction d'une relation efficace avec les partenaires que vous êtes, mener des chantiers de transformation avec beaucoup de guillemets, parce que la transformation est toujours très progressive, ça prend du temps et ça nécessite, je crois, un minimum de continuité. Et si je me projette ainsi, pour ce deuxième mandat, ce sera dans le même état d'esprit que celui que j'ai essayé d'installer depuis 5 ans, travailler dans le dialogue, faire vivre cette forme de construction partenariale qu'est le levier conventionnel, parce que c'est un levier de négociation. Et quand on négocie, c'est un peu différent que lorsqu'on se parle et on concerte. Cette idée qui m'importe beaucoup d'accompagner des transformations dans la durée, parce que rien ne se fait comme ça en quelques mois. Et évidemment, ça nécessite des relations de confiance et de loyauté entre les acteurs. Ça ne veut pas dire qu'on puisse faire abstraction des contraintes des uns et des autres. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord sur tout. Par définition, non. Ça nécessite d'être au clair les uns les autres sur nos objectifs, trouver des points d'équilibre, des voies de passage, comme j'aime le dire souvent, être au rendez-vous de nos engagements respectifs, parce que c'est comme ça que se construit la confiance, et puis savoir parfois se dire les choses quand quelque chose a manqué, entre guillemets, à certains moments. Et précisément, je voudrais commencer par évoquer un de ces moments, puisque il y en a eu un ces derniers temps, puisque au cours de l'année passée, nous avons négocié 2 accords, assurance maladie et profession de santé, un accord interprofessionnel sur les CPTS, j'en reparlerai plus tard, et puis un avenant 7 à la convention médicale, principalement sur les assistants médicaux, mais pas seulement. Et comme vous le savez évidemment mieux que personne, le bloc n'a pas été signataire de ces 2 accords. Ce qui, je vous le dis, m'a surpris, ce que j'ai regretté, et je voudrais vous expliquer pourquoi. Cet avenant 7 à la convention médicale, il portait pour l'essentiel sur une mesure, la mise en place des assistants médicaux, qui, comme vous le savez, vise à libérer du temps médical, desserrer l'attention sur l'accès aux soins, et qui, vous le savez, visait à l'origine des spécialités et des territoires sur lesquels cette tension est réelle et forte. Et c'est vrai qu'au début, les spécialités entre guillemets médicales auxquelles on pensait étaient plutôt des spécialités sur lesquelles il y a de la tension, et surtout il n'y avait pas d'ores et déjà, je dirais, une organisation, une forme d'assistance technique ou opératoire déjà en place dans l'organisation du processus de soins. Enfin, reste que dans la négociation, alors qu'au début on avait purement et simplement écarté des spécialités entières du dispositif de l'assistant médical, un certain nombre d'organisations, dont le bloc, m'ont demandé de ne pas procéder ainsi et de faire en sorte que toutes les spécialités soient bien éligibles au dispositif. J'y ai répondu, certes, en limitant ce champ
à certains territoires, c'est-à-dire des départements sur lesquels la tension était la plus forte, mais je l'ai, entre guillemets, accepté. Mais surtout, cet avenant avait un autre contenu, puisqu'il portait également des mesures qui marquaient l'aboutissement de sujets sur lesquels nous avions travaillé au cours des derniers mois, conformément d'ailleurs à des engagements qui avaient été pris soit dans la Convention de 2016, soit dans l'avenant précédent, l'avenant 6, signé en juin 2018. Je pense à l'acte d'éco-guidage, au sujet de l'analgésie post-opératoire et à un nouvel élargissement du champ des actes éligibles aux modificateurs OJKT. Alors sur l'acte d'éco-guidage, nous l'avons, comme nous l'avions calé, étendu dans le cadre de l'anesthésie loco-régionale au sein, au thorax, au cou et à l'anesthésie périmédulaire des patients obèses. Sur l'analgésie post-opératoire, nous avons créé ces deux modificateurs différents selon qu'il y a un cathéter périnerveux ou pas, respectivement 8 et 6%. Et ces mesures ont ainsi été négociées dans le cadre d'un groupe de travail qui s'est réuni quand même assez longuement, qui a duré longtemps. Elle représente un investissement non négligeable qui a pu apparaître insuffisant, mais qui était en réalité exactement dans l'épure de ce que nous avions calé en 2016, à l'été 2016, quand on avait mis en perspective ces deux mesures. Sur les modificateurs OJKT, nous avions convenu en juin 2018 de les élargir. Ce que nous avons fait sous l'égide de Jacques Meuret dans le cadre d'un groupe qui a permis de toiletter et d'élargir un peu plus les actes. Et voilà, et toutes ces mesures, effectivement, figuraient dans le projet d'avenant 7. Et dès lors, je vous le dis, j'ai été un peu, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un peu bizarre que vous ne le signiez pas. Tout en sachant d'ailleurs, on se dit les choses très directement, qu'au moment où vous avez décidé de ne pas les signer, vous saviez par ailleurs que d'autres avaient signé l'avenant et que donc ces mesures, évidemment, entreraient en vigueur. Alors, évidemment, je l'aurais compris si on ne s'était pas mis d'accord, s'il y avait eu un manquement, un écart, mais tel n'était pas le cas. Alors, on m'a expliqué que ce n'était pas grave parce que, en fait, les raisons qui faisaient que l'avenant n'avait pas été signé n'avaient rien à voir avec l'assurance maladie et les sujets conventionnels. Il y avait d'autres sujets qui avaient conduit à manifester une forme de mauvaise humeur en disant que voilà, il n'était pas opportun de signer cet avenant. Alors je comprends et je sais qu'il y avait des sujets, il y a des sujets d'inquiétude, je pense que vous en avez parlé aujourd'hui, mais je vous le dis, je ne suis pas sûr que c'était juste d'en faire peser le poids sur la vie conventionnelle, alors même que précisément les raisons, semble-t-il, n'avaient pas de lien avec l'assurance maladie ni avec ce que nous avions construit. Quelque part, l'avenant n'aurait eu rien à voir avec des sujets qui vous importaient directement, passe encore, mais il se trouve que cet avenant traduisait précisément des mesures que nous avions travaillées en commun. Voilà. Je voulais vous le dire d'emblée, pardonnez-moi de faire cette entrée en matière un peu comme ça, directe et franche, mais précisément, comme je vous l'ai dit, c'est ma manière un peu de faire. Hein. Je préfère dire les choses honnêtement, plutôt que de bouder moi aussi ou de marquer ma mauvaise humeur en ne venant pas vous voir. Et puis quelque part, vous êtes aussi des médecins dans des spécialités, vous avez l'habitude de dire les choses à vos patients, donc quelque part, je procède de la même manière. Et puis quelque part, je pense aussi que c'est aussi une manière de pouvoir rebondir positivement pour l'avenir, parce que, au-delà de cet épisode, quand je regarde, entre guillemets, ce que nous avons fait depuis 2016, quand je regarde ce qui nous attend dans les prochains temps, je pense que c'est important de maintenir entre nous une relation de dialogue et de confiance qui perdure. Alors j'en viens à quelques éléments de bilan que nous pouvons tirer de ces 3 dernières années. Je crois que la Convention 2016 a été globalement positive pour vos spécialités. Certes, elle l'a été de manière inégale entre vos 3 spécialités, mais nous le savions d'emblée dans la construction de l'accord de 2016. Il y a eu notamment un bilan lié à l'élargissement important des modificateurs, enfin de la liste des actes éligibles aux modificateurs JK-IT. Il y a eu surtout l'impact du nouveau dispositif Optam et Optamco. 3 années après l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, où en sommes-nous? Nous en sommes maintenant à près de 17 000 signataires, dont 2 973 chirurgiens,
1437 gynéco-obstétriciens et 776 anesthésistes. Cela fait donc 5186 médecins adhérents au titre de vos 3 spécialités, contre 2097 en 2016. Donc ça veut dire que c'est 2,4 fois plus qu'avant l'Optam et l'Optam-CO. Et cet objectif a atteint, je crois, ces 2 principaux objectifs, la réduction du reste à charge des patients et l'amélioration, bien sûr, des honoraires des médecins signataires. Alors, s'agissant du premier objectif, la diminution du reste à charge, il se traduit par le fait que le taux de dépassement des spécialistes de secteur 2 a atteint en 2018, c'est encore un peu moins en 2019, 48,8%. Ça veut dire 2 points de moins que l'année précédente en 2017 et 8 points de moins qu'en 2016. Et c'est la première fois en réalité depuis 2005 que le taux de dépassement des spécialistes de secteur 2 passe sous la barre de... la première fois depuis 2005, oui c'est ça, passe sous la barre des 50%. Et dans vos spécialités, cette baisse est encore plus notable, puisque pour les chirurgiens, elle baisse encore pour la 3e année consécutive de près de 4 points en 2018. Et pour les gynéco-obstétriciens, on est sur une baisse de près de 10 points en 10 ans. S'agissant de l'impact économique maintenant, sur les honoraires, on est sur un impact financier de 21 000 € par an quand on prend Optam et Optamco globalement, et on est à 29 000 € d'impact financier pour les Optamco. Alors, évidemment, il faudrait retirer pour faire un compte net, ce qui est l'ajustement des dépassements, pour avoir un impact net. Je vous livre là le coût assurance maladie. Alors, ce faisant, au terme de cette première année, nous aurons quand même, et j'en disais un mot avec vos coprésidents il y a 2 jours, nous serons quand même amenés à traiter un certain nombre de situations individuelles de médecins qui ont souscrit cette option, je parle de l'Optamco, en 2017, sans en respecter les contreparties. On l'avait un peu évoqué l'année dernière. Ça nous avait d'ailleurs amené à l'été dernier à relancer une campagne délégués d'assurance maladie auprès d'un certain nombre de médecins, 2000 d'entre eux, pour bien réexpliquer les règles et ce qu'étaient les contreparties, notamment sur l'ajustement partiel du niveau de dépassement à la faveur de l'application des avantages, entre guillemets, notamment le cas pour les Optamco. Quand on fait le point 1 an plus tard, on s'aperçoit qu'on a à peu près 380-385 médecins qui non seulement ne sont pas, entre guillemets, dans les clous, ça passe encore, mais surtout ne sont pas dans une trajectoire qui indique une volonté de rejoindre, entre guillemets, la cible. Et là, vous comprendrez que ça devient évidemment difficile, parce que autant pour l'Optam, quelque part, je dirais, l'accompagnement financier arrive en N+1 et nous permet préalablement de vérifier quand même qu'il y a une conformité par rapport aux engagements pris, autant quand on est dans une facturation au fil de l'eau, c'est évidemment un peu plus compliqué de laisser perdurer des contrats quand il n'y a ni respect, ni intention, et donc évolution tendant vers le respect de ces engagements. Voilà. Et donc nous serons amenés, je le dis, à résilier un certain nombre de contrats dans les prochains mois. En revanche, il faut aussi réfléchir à comment répondre à une demande qui nous est faite depuis longtemps, qui est une demande très légitime, qui est d'améliorer l'information des signataires sur où en est leur pratique tarifaire. Et vous nous dites à juste titre très souvent que nos informations arrivent à la fois de manière insuffisamment régulière, tardive, auxquelles vous ne comprenez rien. Et donc on va du coup commencer, alors en espérant que vous y comprendrez quelque chose, commencer par vous apporter à partir de l'année prochaine une information beaucoup plus régulière, c'est-à-dire mensuelle, sur comment évolue votre pratique tarifaire par rapport à vos engagements. On a toujours un décalage de 3 mois entre le moment où nous enregistrons entre guillemets les remboursements de soins
et au moment où nous pouvons faire une photo inter-régime et pouvoir vous la restituer. Donc c'est à partir de la fin du premier trimestre que vous aurez donc une photo en janvier, et chaque mois cette photo s'actualisera, de sorte que vous aurez une photo qui sera régulièrement actualisée, soit via Amélie Pro, soit via un autre canal sécurisé. Nous sommes en train de regarder ces deux options. Par ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, après la phase d'entrée dans le dispositif qui a eu lieu en 2017, pour l'essentiel, c'est un peu poursuivi en 2018, nous entrons fondamentalement très peu de nouveaux adhérents, sauf des médecins qui sont en installation, parce que tout simplement la période de référence qui a été choisie dans le cadre de la Convention est une période de référence figée dans le temps, les années 2013-2015. Il va de soi que plus le temps passe, plus ça devient évidemment impossible pour un médecin d'accepter de s'engager sur une photo de sa pratique tarifaire qui remonte maintenant à quelques années. Donc nous serons, si nous voulons à nouveau permettre l'adhésion de nouveaux médecins à la faveur d'un constat et d'un bilan, je crois, de cet OPTAM qui est un bilan positif, nous serons évidemment amenés à réfléchir avec vous, mais ça suppose un avenant conventionnel, à une évolution, entre guillemets, de cette période de référence. Cela devra évidemment être travaillé le moment venu. L'année 2020 marquera aussi, Philippe Cuc le disait tout à l'heure, le lancement d'un chantier très important, compliqué, indispensable, qui est la révision de la CCM. Alors, c'est pas nouveau, hein, on en avait posé le principe dans la Convention de 2016, parce que nous sommes tous convaincus que ce travail de maintenance et d'actualisation est évidemment indispensable. La CCM, elle date de 2004, mais en fait 2004, c'est entre guillemets sa publication. Le travail avait commencé déjà quelques années avant. Et on sait qu'elle n'a pas été renouvelée depuis autrement que par des inscriptions successives de nouveaux actes, ou l'adjonction de modificateurs divers. Et aujourd'hui, nous avons des actes ou des tarifs qui restent calculés à partir de paramètres qui n'ont pas été réévalués depuis 15 ans. Et cette hiérarchisation du travail médical entre des actes ne reflète plus nécessairement les difficultés réelles et relatives à la réalisation de ces actes, et ainsi contribue objectivement parfois à déséquilibrer les rémunérations entre les différentes spécialités. Si on ajoute à ça le fait que par définition, dès lors, nous n'avons pas pris en compte les avancées technologiques ou encore le jeu parfois un peu complexe des nombreux modificateurs qui s'appliquent, on a ainsi aujourd'hui des tarifs qui ne correspondent plus nécessairement à la réalité de la hiérarchisation médicale qui serait souhaitable. Et donc, voilà, je crois que nous avons maintenant un sujet qui est devant nous. Et comme vous le savez, le choix du gouvernement a été de nous inviter à mener ce travail dans le cadre des instances qui sont les nôtres, mais en nous fixant un calendrier qui peut paraître lointain, 5 ans, mais qui est en réalité un calendrier assez ambitieux, parce que passer en revue la totalité des familles d'actes, de la totalité de la CCM en 5 ans, sera évidemment très très ambitieux. Et donc pour nous y aider, nous devons à la fois réfléchir à ce que sont les critères de la hiérarchisation. Il y en a, faut-il les modifier, les faire évoluer? C'est une question qu'on devra aborder ensemble. Évidemment, établir dans quel ordre nous allons prendre les différentes familles d'actes pour pouvoir séquencer les choses au cours de ces 5 années, et puis évidemment définir notre méthode de travail en amont des réunions de la commission de hiérarchisation des actes et prestations, la CHAP, qui évidemment demeure dans ses prérogatives et sa composition, mais intervient plutôt en fin de course. Et donc toute la question est de savoir comment on s'organise en amont pour pouvoir travailler utilement. Et c'est le sens d'une disposition de cette même loi de financement 2020 qui a été votée ces derniers jours en première lecture à l'Assemblée nationale, que de dire il y a 5 ans, et puis il y aura à côté de la CHAP, mais sans empiéter sur les prérogatives de la CHAP,
la création de ce qui a été appelé un Haut Conseil de la nomenclature, qui aura donc un rôle scientifique, qui consistera à proposer à la charte des règles de hiérarchisation, et qui sera aussi amené à désigner des experts chargés de travailler sur les familles d'actes pour définir leur contenu et proposer une hiérarchisation de ces actes. Évidemment, ce Haut Conseil sera composé de représentants des spécialités, désignés via les conseils nationaux professionnels, et de représentants de quelques institutions, autorités publiques, et probablement de représentants des patients. Alors, on sera amené d'ailleurs, lors de la prochaine commission paritaire nationale, à réaborder tout ça, et nous serons aussi amenés à commencer à réfléchir en amont de la constitution de ce Haut Conseil sur quelle famille d'actes pourrait être utilement retenue pour les travaux de la première année. Je pense qu'il faudra qu'on ait des actes à la fois chirurgicaux, médicaux, sur des spécialités sur lesquelles on voit bien qu'il y a un décalage manifeste dans la description des actes aujourd'hui résultant de la CCAM, et peut-être des impacts tarifaires qui ne soient pas d'emblée trop forts dans un sens ou dans l'autre pour pouvoir amorcer cette première étape de nos travaux de la manière la plus sereine possible. Je voudrais conclure en évoquant un point que j'ai rapidement évoqué au tout début de mon intervention sur l'organisation territoriale des soins, qui a été en effet au cœur de l'autre accord conventionnel que nous avons conclu en juin sur les communautés professionnelles territoriales de santé. Moi, je suis absolument convaincu que c'est un sujet absolument décisif pour notre système de santé et qui concerne certes au premier chef les professionnels de santé qui forment ce qu'on appelle le premier recours, mais que cela vous concerne fondamentalement en tant que spécialiste de second recours et exerçant dans vos spécialités en établissement. Parce que le cœur des missions de la CPTS, ça n'est pas uniquement, comme on l'entend parfois, le sujet de l'accès aux soins, le sujet des urgences et des consultations non programmées. Certes, ça fait partie du sujet, et on sait bien qu'il y a une pression qui s'exerce fortement sur cette première grande mission. Mais si on y réfléchit bien, le cœur de la mission des CPTS, quand on se projette sur du moyen long terme, ce sera tout autant, voire peut-être un peu plus, la question de la qualité des parcours, de la coordination des prises en charge, de l'organisation du suivi des patients, et notamment dans une dimension ville-hôpital. Ce sera, par-delà cette première groupe de sujets, la question du maintien ou du retour à domicile, dans toutes ces dimensions médicales et sociales, qui sont l'une et l'autre essentielles à une prise en charge de qualité. Alors on a souvent objecté ou reproché aux CPTS, avant même qu'elles existent, d'être des objets inutiles et incertains, une forme de construction technocratique sans intérêt. Moi, ma conviction est inverse. Je pense que les CPTS n'existeront en réalité que si elles sont utiles et efficaces, c'est-à-dire que si elles rendent un véritable service aux patients et aux professionnels de santé, que si elles répondent à un vrai besoin, qu'elles comblent un manque, notamment dans tout ce qui touche au suivi et à la coordination. Et il me semble, quand je vois les premières dynamiques qui émergent dans les territoires, on a à peu près aujourd'hui 400 territoires sur lesquels il y a un projet de CPTS en émergence, que les professionnels de santé, en tout cas une partie d'entre eux, ont compris cet enjeu. On est d'ailleurs bien dans une logique d'émergence et non pas de contrainte, parce que l'initiative doit venir des professionnels de santé, auxquels on ne dicte pas leur manière, ce qu'ils doivent faire sur ces différents sujets, et comment ils doivent le faire. Finalement, quand vous lisez cet accord conventionnel, il fixe des missions, mais sans une seconde normer comment on y répond. Quelque part, il pose des questions à des professionnels de santé sur comment on peut, dans un territoire, mieux prendre en charge l'accès aux soins ou l'organisation des parcours, et il donne la main à ces professionnels pour proposer, à partir d'un diagnostic qui est forcément différent d'un territoire à l'autre, la manière dont ils pensent pouvoir répondre à ces différents sujets, et par ailleurs y répondre
par des leviers qui sont forcément progressifs et vont évoluer dans la durée. Nous avons voulu que les CPTS partent de la ville, parce qu'il nous semblait que c'était là que l'enjeu d'organisation était le plus fort, mais il va de soi que les CPTS ne pourront réellement atteindre leur plein objectif que s'ils font le lien entre les professionnels de ville et les acteurs que sont les établissements sanitaires et les établissements médico-sociaux. Parce que l'enjeu, il est évidemment de pouvoir aborder et faire avancer cette question de la coordination de toute la chaîne de soins, du décloisonnement des acteurs et dans le respect du rôle et de la place de chacun. Moi, je considère que c'est un enjeu, mais je pense que nous pensons tous qu'il est évidemment un enjeu considérable. On a, quoi qu'on dise et quoi qu'on entende sur le système de santé en France, on a un système de santé qui soigne... Ah, c'est moi, ça. Pardon. Excusez-moi, c'est pas sérieux. On a un système de santé, quand on regarde, on se compare, on soigne bien les patients au moment où on les soigne, et sur ce qui se soigne. Bon. Il y a en revanche deux sujets sur lesquels on est manifestement en décalage et un peu en retard dans notre pays. C'est évidemment le sujet de la prévention, et puis c'est quand même le sujet de l'organisation coordonnée d'un suivi au long cours de patients qui sont dans des pathologies chroniques, et on sait qu'avec le vieillissement, c'est ce que nous allons avoir plus encore dans les prochains temps. Voilà. Et pour progresser sur ces deux plans, une partie de la réponse pourra venir certainement d'une amélioration de nos dispositifs nationaux, de notre organisation nationale, de nos leviers nationaux, mais cela viendra forcément de manière absolument incontournable d'une capacité nouvelle donnée aux professionnels de santé à s'organiser à la bonne échelle, qui n'est pas seulement celle de leur structure de soins, mais un niveau territorial approprié pour y apporter toutes leurs réponses. Et je pense très sincèrement que vos spécialités de plateau technique ont un rôle évident à jouer dans sur ce sujet. Vous êtes des libéraux, vous exercez dans les établissements de santé, vous avez donc quelque part un pied dans les deux mondes, et vous prenez en charge des patients qui sont souvent évidemment sur des pathologies au long cours, et donc dans des parcours, dans des problématiques de parcours complexes, et forcément vous êtes donc affronté à des sujets de suivi post-opératoire qui sont évidemment partie intégrante de la qualité de la prise en charge. Voilà, je voulais vous en reparler parce que les CPTS, c'est un sujet, je crois, j'espère, qui a vocation à prendre une vraie place dans l'organisation des soins demain. Et je trouve à nouveau dommage que vous ne soyez pas partie prenante de leur déploiement, notamment dans les instances conventionnelles, puisque nous sommes dans un cadre conventionnel avec des commissions paritaires, nationales, régionales, locales, où il va se jouer quand même beaucoup de choses dans les prochains temps. Voilà. Je conclus. Voilà. Je n'ai pas abordé tous les sujets, je pense qu'on en abordera d'autres dans le jeu des questions. Je m'excuse si j'ai dit 2-3 trucs un peu sans fioriture sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Enfin bon voilà, c'est ainsi que voilà, je procède et je fonctionne. Et je conclus surtout en vous disant à quel point voilà, je suis très convaincu de l'importance de la relation, pas toujours simple, mais qui je crois s'est construit, s'est installée, de la relation de travail et de dialogue entre les professionnels de santé et l'assurance maladie. On a un système de santé qui est affronté à des vrais sujets. Les réponses ne sont pas simples, personne ne les a. Voilà. Et je pense que la meilleure manière de pouvoir en progresser, c'est d'être dans cette capacité, avec des contraintes économiques, des complexités administratives, institutionnelles que chacun connaît, mais d'être dans sa capacité à un moment donné de trouver ensemble les chemins. En tout cas, c'est dans cet état d'esprit que je nous invite à poursuivre le dialogue. Merci à tous.